Cet endroit est une des décharges de déchets électriques et électroniques les plus connues au monde. Chaque année, nous produisons près de 50 millions de tonnes de ces déchets qui atterrissent de plus en plus souvent dans des endroits comme cette décharge en Afrique. Il y a 3 ans, nous sommes venus filmer les enfants qui travaillent ici dans les fumées toxiques, s'exposant à de sérieux problèmes de santé comme des cancers et des lésions neurologiques. Depuis, la situation n'a fait qu'empirer. La quantité de déchets électriques et électroniques inondant l'Afrique a presque doublé. Et ailleurs, en Europe, en Amérique du Sud ou en Asie, nos appareils modernes en fin de vie détruisent les paysages et empoisonnent la terre, l'eau et l'air. C'est un crime d'une ampleur phénoménale. On estime que le trafic de déchets électriques et électroniques est devenu plus important que le trafic de drogue. L'exportation de ces déchets est interdite depuis plus de 30 ans, et pourtant des milliers de conteneurs traversent les océans chaque année. Et cette marée toxique n'en est qu'à ses débuts. Malgré la crise, la vente d'appareils électroniques est en pleine expansion et gagne de nouveaux marchés émergents. Tout ceci contribue à grossir toujours plus une montagne de déchets que nous ne pouvons plus ignorer. C'est comme si un médecin disait à un patient en pleine hémorragie « ce n'est pas grave ». Quand j'entends ça, j'ai envie de répondre « allez-y, prenez l'avion, allez voir par vous-même et osez encore me dire qu'il n'y a pas de problème ». Dans le monde entier, ils sont nombreux à tenter d'arrêter ce trafic illégal. Activistes écologistes, police et douane, justice, journalistes d'investigation. Pour ce genre de personnes, l'avenir ne compte pas. Seul compte l'intérêt immédiat. C'est une bataille difficile à gagner du fait de la dimension internationale du trafic, des sommes en jeu et de la corruption. C'est tout un système de montage avec des sociétés écrans. Là, on peut parler de système mafieux. Alors, est-il encore possible d'arrêter cette marée toxique ? Mike Anané est un journaliste ghanéen, très engagé dans la défense de l'environnement. Il s'est donné pour mission de mettre fin à l'arrivée des déchets électroniques au Ghana. Il a découvert que de nombreux ordinateurs jetés ici portent encore le nom de leur ancien propriétaire en Europe ou aux États-Unis. Je cherche des étiquettes ou des numéros de série. Ça permet de savoir à qui appartenaient les ordinateurs et qui les a utilisés. Ceux-ci proviennent de grandes institutions publiques, d'universités, d'hôpitaux ou encore de banques. J'ai trouvé le premier il y a 8 ans. Ils sont trop gros pour ma valise. Je les coupe en morceaux pour pouvoir les emporter. Mike me propose d'utiliser ces étiquettes d'ordinateur pour partir enquêter en Europe. Le principe est de rapporter ces déchets électroniques à leurs propriétaires d'origine, en l'occurrence au Royaume-Uni. Je vais les questionner, leur demander comment ces déchets sont arrivés au Ghana, voir s'ils en ont une idée. Quelqu'un doit payer pour ça, car les conséquences sont très lourdes pour l'environnement et la santé. Ils tuent des gens ici. C'est tout simplement immoral et criminel. Mike emporte plusieurs pièces d'ordinateur portant des étiquettes de sociétés anglaises. La première appartient au conseil municipal de Leeds. Monsieur le conseiller municipal, mon nom est Mike Anani. Je sollicite un rendez-vous pour vous montrer ce que j'ai trouvé ici et savoir pourquoi votre ancien ordinateur a pu se retrouver chez moi au Ghana. J'attends cet instant depuis longtemps. Je vais enfin entendre leur version. Bonjour. Bonjour. Je suis l'élu David Blackburn, enchanté. Venez. J'ai collecté les étiquettes de certains déchets expédiés illégalement au Ghana. L'Institut royal de formation d'infirmiers, les douanes de Thames Valley, L'université de South Bank. l'université de South Bank à Londres. Ça fait un bon échantillon d'Angleterre. Je vais vous montrer où j'ai trouvé ça.
C'est ici que je collecte les déchets avec des étiquettes. Lorsque vous regardez ceci, c'est marqué mairie de Leeds. Ils auraient tout de même pu le traiter dans la ville de Leeds. C'est terrible et absolument inacceptable. Est-ce un problème qui touche toute l'Afrique ou certaines régions en particulier? Le Nigeria est concerné, et aussi bien sûr le Ghana. Ce sont les pays qui reçoivent le plus de déchets électroniques. Nous avons tout fait pour retrouver l'origine de ce déchet. Le numéro de série est une piste, mais il indique que cette pièce date d'au moins 20 ans. À l'époque, on reconditionnait les ordinateurs pour les donner à des ONG qui n'avaient pas les moyens de s'équiper. Personne ne se demandait ce qu'ils deviendraient une fois hors d'usage. La trace de ces dons a disparu des archives. Impossible pour le conseiller municipal de savoir à quelle association chaque ordinateur avait été confié à l'époque. Cette piste ne débouche sur rien. Mike essaye de reconstituer le parcours d'autres équipements trouvés au Ghana. Bonjour, Mike Anani à l'appareil. Je cherche à joindre l'entreprise Twitu concernant des problèmes de recyclage. Pourrais-je parler à quelqu'un? Désolé, la société a été placée sous administration judiciaire et va être prise par l'entreprise Daisy. Toutes les entreprises de recyclage impliquées ont été fermées ou vendues depuis des années. This number is for sale. For information, call 07. If your inquiry is urgent, please refer. Allô? The number you have dialed has not been recognized. The number you have dialed has... Cela fait maintenant une semaine que Mike tente de reconstituer la piste des déchets vers le Ghana, sans succès. Je suis très déçu. J'ai frappé à plusieurs portes, mais on me dit toujours que les faits remontent à 20 ans ou que le matériel a été donné à des associations caritatives. Je trouve ces explications plutôt curieuses. Ça ne résout pas le problème. Ces gens doivent être tenus pour responsables. Remonter la filière du trafic de déchets électroniques n'est pas aussi simple que Mike l'imaginait. Mais il est bien décidé à poursuivre son enquête. Le trafic des déchets électriques et électroniques est illégal depuis 1989, année de la signature de la Convention de Bâle, premier traité international interdisant le trafic de tous les déchets toxiques. À ce jour, 190 pays ont signé cette convention, parmi eux la Chine et le Ghana. L'Union européenne a transposé la Convention de Bâle dans ses lois, interdisant l'exportation de déchets électriques et électroniques. Autrement dit, tous les déchets européens doivent être recyclés en Europe. Le système fonctionne de la sorte. Lorsqu'on achète un appareil neuf, le prix d'achat inclut une éco-participation pour son recyclage ultérieur. Par exemple, pour un réfrigérateur à 420 €, le prix inclut jusqu'à 20 € selon les pays pour son recyclage. Chaque année en Europe, 4 milliards d'euros sont collectés grâce à cette participation. Cet argent est utilisé par l'industrie pour faire fonctionner le système qui collecte, trie, transporte et recycle nos appareils. C'est la raison pour laquelle nous pouvons nous en débarrasser sans frais lorsqu'ils sont hors d'usage. Des milliers d'usines de recyclage ont été construites dans toute l'Europe. Ici, les déchets électroniques sont traités sans risque pour les travailleurs et l'environnement. Les professionnels du recyclage peuvent extraire plusieurs sortes de matériaux de valeur de nos biens usagés. On récupère du cuivre, du fer, du nickel, du cadmium, du polystyrène, de l'ABS, mais aussi des puces électroniques qu'on peut traiter ailleurs pour isoler les métaux précieux. Mais les responsables d'usines de recyclage en Europe s'étonnent de ne jamais fonctionner à plein régime. L'Union européenne estime qu'au moins 2/3 des déchets électroniques n'atteignent jamais ces usines. L'Espagne est un des pays d'Europe où la situation est la plus mauvaise. D'où vient donc le problème? Belén Ramos travaille pour l'OCU, la plus grande association de consommateurs en Espagne. Pour découvrir pourquoi les déchets électroniques n'arrivent pas jusqu'aux usines de recyclage, elle a mis en place une expérience originale.
Voici les émetteurs. Ils sont munis d'une carte semblable à celle d'un téléphone portable qui nous permet de savoir où se trouvent les déchets. Belén et son équipe installent des balises GPS à l'intérieur de vieux appareils. En tout, 16 appareils sont équipés. L'objectif est de les déposer dans des lieux de collecte et de voir s'ils sont correctement acheminés vers une usine de recyclage ou pas. Belén apporte un ordinateur à un point de collecte municipal. La balise GPS cachée est allumée et Belén peut le suivre sur la carte. Bonjour. Bonjour. Laissez-moi vous aider. Vous le prenez, c'est bon? Oui, oui. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Tous les déchets électroniques équipés de GPS sont maintenant disséminés dans toute l'Espagne. Chaque matin, je lance le logiciel et je regarde où se trouvent les déchets. Ce matin, Belén s'intéresse à un ordinateur déposé dans la ville de Grenade. Cette unité centrale a parcouru un trajet très court. On l'a déposée dans une déchetterie de Grenade et quelques heures plus tard, elle a été déplacée dans un terrain vague. L'image satellite montre en effet que ce site ne ressemble pas vraiment à une usine de recyclage. L'unité centrale est un cas typique. Là, par exemple, quelqu'un l'a volé à la déchetterie, il l'a entreposé près de chez lui, quelque part en banlieue, et ensuite il l'a démonté pour voir ce qu'il pouvait en tirer. Les vols dans les déchetteries sont un problème croissant en Espagne. Dans un pays où le taux de chômage est de 26%, avec peu de protection sociale, le vol de déchets électroniques est devenu un moyen de survivre. On voit de tout, des gens bien équipés qui arrivent avec une scie électrique ou avec une masse. Un jour, quelqu'un s'est blessé, on a retrouvé une mare de sang. Parfois, ils démontent les appareils dans le conteneur, parfois ils les emportent. Les caméras de surveillance et les solides portails métalliques ne dissuadent pas les voleurs. Les grillages de sécurité sont souvent sectionnés pour permettre un accès jour et nuit. Regardez cette carcasse de téléviseur. C'est justement ce qui a le moins de valeur dans une télé. Le reste, où se trouvent les métaux lourds, a été récupéré. La bobine de cuivre d'un tube cathodique peut être vendue à un ferrailleur pour environ 2 €. Un réfrigérateur peut rapporter jusqu'à 10 € et 4 € pour un ordinateur. Mais le vol au point de collecte n'est pas la seule cause de disparition des déchets électroniques. En 2011, la police environnementale espagnole a découvert que 500 000 réfrigérateurs avaient été détournés du circuit de recyclage officiel et jetés. Cette affaire, appelée Opération Fragmento, fut le premier cas important de trafic de déchets électroniques poursuivi en Espagne. Un large réseau criminel, incluant les personnels de la filière de recyclage, a détourné l'argent destiné au traitement des déchets. Ils ont récupéré les métaux facilement vendables et abandonné le reste. Leur bénéfice, 10 millions d'euros. Le problème, c'est l'appât du gain. Pour ce genre de personnes, l'avenir ne compte pas, seul compte l'intérêt immédiat. Ils n'ont que faire des conséquences. L'affaire est toujours en attente de procès. Il y a tellement d'intermédiaires dans la chaîne de recyclage qu'il faudrait vraiment un miracle, en tout cas en Espagne, pour que la machine arrive dans une usine homologuée. Bilan final de l'enquête menée par Belén, seules 4 machines sur 16 sont arrivées jusqu'à une usine de recyclage. Les 75% restantes ont fini dans des filières illégales. Mais aucune des balises n'a franchi la frontière espagnole.
Alors comment les déchets électroniques européens se retrouvent-ils dans les pays en développement? Une des réponses se trouve en France. Dans cette petite ville, la gendarmerie a découvert en mars 2010 un immense hangar rempli de déchets électroniques. Le capitaine Dablement était responsable de l'enquête. Son visage est flouté pour préserver son anonymat. Les déchets étaient en vrac, alors que normalement, dans des sociétés qui ont pignon sur rue, qui sont connues, normalement tout est déjà bien stocké, tout est bien déjà identifié. Il y a toute une chaîne, il y a un process qui est mis en place justement pour traiter. Ce qui n'était pas le cas, là, c'était vraiment du stockage, du tout venant. Alors d'où venaient tous ces déchets électroniques et quelle était leur destination finale? D3E Recyclage avait collecté des appareils électriques et électroniques dans toute la région auprès des professionnels. Ses clients comprenaient des institutions publiques, des hôpitaux, des établissements scolaires, des prisons et même la gendarmerie. Les déchets électroniques leur arrivaient par grande quantité pour une raison simple. Selon la loi française, les professionnels doivent payer pour que leurs anciens équipements soient recyclés. Mais D3E Recyclage proposait de recycler gratuitement les moniteurs alors que le coût moyen du recyclage d'un écran est de 5 €. Personne n'a soupçonné cette société, car elle fournissait des certificats en bonne et due forme. D3E Recyclage assurait que les appareils étaient recyclés selon les normes en vigueur. Pendant plusieurs années, cette entreprise n'a pas été inquiétée. Pas même une simple inspection qui aurait permis de se rendre compte qu'elle n'avait aucune installation de recyclage ni de tri. Il y a environ effectivement un inspecteur pour 50 installations soumises à autorisation. L'entreprise D3E Recyclage était une entreprise soumise à simple déclaration. Pour ces entreprises-là, l'inspection de l'ADREAL n'intervient que sur des plaintes ou des événements accidentels. Ce qui fait que cette entreprise, qui était a priori de petite taille, n'a pas été contrôlée par l'administration. Officiellement, D3E n'était qu'une petite société, mais elle alimentait un trafic international à grande échelle. Quand le capitaine Dablement a découvert que les déchets avaient quitté la France pour la Belgique, il a contacté Interpol. Un important trafic international commence alors à apparaître. Les écrans français étaient vendus entre 50 centimes et 2 € pièce à la société belge Mobo. Les enquêteurs ont retrouvé le siège de Mobo au Luxembourg. La police luxembourgeoise donc s'est transportée au lieu de domiciliation, au lieu du siège social de la société. Ils se sont aperçus qu'en fait il s'agissait d'un bureau de 8 mètres carrés, complètement vide, où étaient immatriculées plus de 50 sociétés. Un réseau international est alors mis à jour. Mobo au Luxembourg achetait des déchets électroniques en France, mais aussi en Croatie et au Royaume-Uni. Ils utilisaient une société roumaine pour l'emballage et la logistique. Les déchets électroniques passaient de la Hollande à Hong Kong, au Vietnam ou aux Émirats arabes unis. Les sociétés actionnaires de Mobo sont domiciliées aux États-Unis dans le Delaware, paradis fiscal bien connu. C'est tout un système de montage avec des sociétés écrans, des filières complètement illicites, avec des installations dans des sites de stockage complètement illicites. Là, on peut parler de système mafieux. Les dirigeants de D3E Recyclage ont été condamnés à une amende et à une peine de prison avec sursis, et la société a été fermée. Mais Mobo continue son commerce en faisant de la publicité sur des sites web comme Alibaba.com, où les déchets électroniques sont vendus librement à toute la planète. Des milliers de conteneurs de déchets électroniques quittent l'Europe chaque année. Ce n'est pas seulement un problème écologique, mais aussi un problème économique. C'est une des raisons principales pour lesquelles, en 2008, les institutions européennes ont commencé à travailler sur une version renforcée de la directive sur les déchets électroniques.
10% des ressources mondiales en or sont utilisées pour l'électronique et tout disparaît ensuite. Idem pour l'argent et le cuivre. Chaque année, l'Europe jette des millions de tonnes de déchets électroniques contenant des matières précieuses. Je pense que tout le monde devrait prendre conscience que dans 20 ou 30 ans, le monde va connaître une crise de ressources majeure. L'Europe est très vulnérable. Elle en importe 6 fois plus qu'elle en exporte. L'Europe dépense actuellement 130 milliards d'euros par an dans l'importation de métaux stratégiques, alors qu'une partie de ce besoin pourrait être couvert grâce au recyclage des déchets électroniques. Cette raffinerie, en Belgique, extrait et traite le cuivre, l'étain, l'argent et l'or contenus dans les appareils électroniques usagés pour ensuite les revendre. « 50 000 téléphones portables permettent d'extraire 1 kg d'or et 10 kg d'argent, soit une valeur de 40 000 €. Actuellement, seulement 1% des téléphones portables sont recyclés en Europe. Nous sommes donc assis sur une mine de métaux et de terres rares. En janvier 2012, le Parlement européen a adopté la nouvelle directive sur les déchets électroniques. L'objectif est d'augmenter le recyclage des déchets électroniques en Europe en permettant aux consommateurs de les déposer plus facilement qu'avant et en renforçant les contrôles portuaires à l'exportation. Mais est-il facile d'empêcher l'exportation d'un conteneur de déchets électroniques? Mike s'est rendu en Écosse pour interroger l'Agence de protection de l'environnement. Historiquement, ils partent vers l'Afrique de l'Ouest et surtout le Nigeria, mais aussi le Ghana depuis quelques années. Quelles sont les ruses employées par ces exportateurs illégaux? Ils peuvent changer de point de déchargement à la dernière minute pour qu'on ne puisse pas vérifier leur cargaison. Ou alors placer du matériel en état de marche à l'avant du conteneur alors que les appareils situés au fond ne fonctionnent pas. Seuls les biens d'occasion en état de marche peuvent être légalement exportés d'Europe. Tout le reste est saisi. Vous testez tous les appareils pour vous assurer qu'ils fonctionnent? On ne peut pas tous les tester. Avec un tel volume d'exportation et les moyens dont on dispose, ce ne serait pas rentable. L'équipe utilise une petite caméra pour regarder à l'intérieur et vérifier si des déchets électroniques s'y trouvent. Vous inspectez un conteneur de 12 mètres de long, mais la caméra ne va pas jusqu'au fond. C'est vrai, la caméra ne fait pas tout. Voilà pourquoi nos efforts se concentrent sur la collecte de renseignements en amont. Cet exportateur nous a indiqué que tous les réfrigérateurs avaient été testés. On a donc effectué un contrôle pour vérifier que les documents transmis correspondaient à la réalité. Mike est déçu. Les autorités écossaises, limitées dans leurs ressources, dépendent des informations données par les exportateurs eux-mêmes pour identifier les chargements illégaux de déchets. Le conteneur a été autorisé à l'export peu après. Les contrôles auxquels j'ai assisté en Écosse ne sont pas assez efficaces, à mon sens. Il faudrait inspecter chaque appareil, s'assurer qu'il est en état de marche. Qu'il s'agisse de réfrigérateurs, de téléviseurs ou d'ordinateurs, il faut vérifier qu'ils fonctionnent avant de les envoyer à l'étranger. S'assurer que ce ne sont pas des déchets. Malgré les lois européennes, les ports européens sont complètement dépassés par la quantité de conteneurs de déchets électroniques exportés. Mais qu'en est-il du pays qui produit plus de déchets électroniques que tous les autres pays de la planète et qui n'a toujours pas interdit leur exportation? Les États-Unis produisent la stupéfiante quantité de 9,5 millions de tonnes de ces déchets par an. Une grande partie est collectée par les recycleurs lors de rassemblements où les gens sont invités à faire don de leurs déchets à des organisations caritatives. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'une grande partie des déchets électroniques américains partent directement vers des pays en voie de développement.
Si vous demandez à n'importe qui ce qu'il advient de son ordinateur quand il le donne à recycler, il va vous répondre « Eh bien, il est recyclé ». Peu de gens savent que la plupart des entreprises de recyclage américaines se contentent simplement de les exporter. Le gouvernement américain est le seul pays au monde, avec Haïti, qui n'ait pas ratifié la Convention de Bâle, cet accord international interdisant l'exportation des déchets toxiques. Et le pire, c'est que le gouvernement américain ne fait rien non plus de son côté quand il s'agit de recycler ses propres vieux appareils. L'État américain est le premier producteur mondial de déchets électroniques. Les services publics mettent régulièrement leurs équipements usagés en vente aux enchères publiques, dans un but mercantile, au lieu de les confier à des recycleurs fiables. L'administration choisira toujours le plus offrant. La loi lui impose d'opter pour le prestataire le moins onéreux dans un souci d'économie d'argent public. Si on lui propose de le faire gratuitement ou presque, elle est obligée d'accepter, même si c'est la solution la plus polluante. Les recycleurs honnêtes sont eux-mêmes démarchés par des importateurs plus ou moins douteux. Le responsable de cette usine travaille depuis plus de 20 ans dans ce secteur. Où se trouve l'or là-dedans? C'est toujours dans les puces. Nous recevons souvent des sollicitations de courtiers basés à l'étranger qui cherchent à acheter du matériel, des ordinateurs fixes ou portables, des métaux, tout ce qui peut comporter des matériaux de valeur. Mais nous ne leur vendons pas, nous ne savons pas ce qu'ils feront avec ni où ils les expédieront. Craig fait partie d'une minorité de recycleurs consciencieux qui collaborent avec Jim Puckett et l'ONG Basel Action Network. Mais beaucoup des recycleurs américains se contentent d'exporter les déchets. Le Basel Action Network a calculé qu'environ 20 à 50 conteneurs de déchets électroniques quittent les ports américains chaque jour. Pour savoir vers où sont exportés les déchets électroniques américains, Jim a développé une technique d'espionnage très efficace. On a fait le tour des entreprises qui se présentaient comme des prestataires de recyclage. Comme il est impossible de cacher des conteneurs de 12 mètres de long, on les voyait en passant en voiture. Ils étaient faciles à photographier et portaient des numéros bien visibles. Nous avons ensuite daté nos photos. Jim va ensuite sur Internet et cherche vers quelle destination sont exportés les conteneurs. Je peux saisir le numéro dans une base de données appelée TrackTrace. Voici la liste des ports où ce conteneur a été enregistré au cours des dernières semaines. En Thaïlande, puis à Singapour et enfin en Nouvelle-Zélande. En analysant les principales routes commerciales des déchets, Jim a fait une découverte surprenante. Dans près de 65% des cas, les conteneurs provenant des États-Unis transitent par Hong Kong. On a découvert ça en les suivant à la trace. Ils se retrouvent tous à Hong Kong. Le port de Hong Kong est le 3e port mondial. La grande majorité des déchets électroniques américains exportés transitent ici. Mais pourquoi ne sont-ils pas saisis et immédiatement renvoyés à leur expéditeur? « 63 000 conteneurs arrivent ici tous les jours sur des navires marchands de toute taille. Vincent Wong supervise le service des douanes du port. Le plus grand terminal, Kwai Tsing, reçoit presque 50 000 conteneurs par jour. On estime que 50 à 100 d'entre eux contiennent des déchets électroniques. Les trouver est un véritable défi.
Le port de Hong Kong est une zone franche. Les navires ne sont pas obligés de déclarer leur cargaison à l'entrée dans le port, sauf si les douaniers l'exigent. Ils ont 2 semaines pour la déclarer, à compter de la date d'importation ou d'exportation. Cela signifie que lorsque Vincent Wong et ses collègues reçoivent la déclaration de douane, le cargo est déjà reparti depuis longtemps. Pour lutter contre cette faille, les douanes contrôlent tous les conteneurs suspects, comme par exemple ceux qui appartiennent à une société déjà fichée, et ils les passent au rayon X. Nous pouvons scanner un conteneur en moins de 2 minutes. Et si besoin, nous demandons son ouverture pour une inspection plus approfondie. Les déchets électroniques sont facilement reconnaissables avec un scanner. Les ordinateurs, par exemple, apparaissent distinctement. Ces dernières années, les cas de trafic de déchets électroniques se multiplient. Ils sont déclarés comme des chargements de débris, de plastique ou de métaux. On estime que jusqu'à 36 000 conteneurs de déchets électroniques entrent dans le port de Hong Kong chaque année, soit l'équivalent de 20 grands cargos. Seuls environ 40 conteneurs sur les 36 000 sont interceptés et renvoyés à leurs propriétaires poursuivis. Nous ne vérifions pas tous les conteneurs qui arrivent à Hong Kong ou qui en repartent. Il n'y a pas un seul service douanier dans le monde qui soit en mesure de contrôler 100% d'entre eux. Par conséquent, il y a toujours des conteneurs qui échappent aux douanes. Des activistes chinois cherchent à comprendre ce que deviennent ces conteneurs. J'ai toujours eu envie d'agir pour changer les choses. Alors j'ai rejoint Greenpeace en 2002. La première campagne que j'ai menée concernait les déchets électroniques. Lai Yun veut savoir comment les conteneurs de déchets électroniques qui échappent au contrôle à Hong Kong parviennent en Chine continentale. Juste au nord de l'île de Hong Kong se trouve un endroit parfait pour cacher les déchets électroniques en transit. Lai Yun décide de suivre cette piste. C'est une région très agricole. J'ai appris que beaucoup de déchets provenant de l'étranger, par exemple des États-Unis, étaient débarqués à Hong Kong puis stockés dans cette zone. Assez vite, ils trouvent un lieu de stockage. Ici, les déchets électroniques attendent de passer la frontière. Et comme le stockage de ces déchets n'est pas illégal, les autorités ferment les yeux. Il y a des douzaines de lieux comme celui-ci dans les environs. Sur ce site, on trouve de tout. Téléviseurs, moniteurs, ordinateurs. Si tous ces articles étaient vraiment destinés au marché de l'occasion, comme souvent indiqué sur les déclarations de douane, ils ne seraient pas exposés comme ça à la pluie, en plein air. Celui-ci vient de l'Agence nationale de protection de l'environnement américaine, de la plus grande agence des États-Unis. Il est très important que la Chine et les États-Unis travaillent ensemble pour résoudre le problème des déchets électroniques. C'est un fléau mondial. Depuis ces zones de stockage, les déchets électroniques sont introduits illégalement de l'autre côté de la frontière, en Chine continentale. Les camions sont chargés dans les nouveaux territoires. La traversée est très courte.
Et j'imagine qu'ils doivent verser des pots de vin, à moins qu'ils empruntent un petit bateau pour remonter jusqu'au delta de la rivière des Perles et au district de Nanhai. Là, ils doivent à nouveau payer pour décharger la marchandise. Une fois que les déchets ont passé la frontière, ils sont acheminés vers des endroits comme Gwayu. Lorsqu'on approchait de Gwayu, il n'y avait aucun panneau indiquant le nom de la ville. Mais la puanteur était tellement forte qu'on a su qu'on était arrivé. Gwayu est une vaste agglomération chinoise où le recyclage de déchets électroniques est devenu une véritable industrie. « 80% de la population en vit et traite des millions de tonnes de déchets par an, avec la complicité des pays industrialisés. Les propriétaires de ces terrains achètent des déchets à l'étranger pour une somme dérisoire. Ils les recyclent ensuite, de manière grossière, avec une main-d'œuvre bon marché. Rien n'est fait pour traiter les rejets toxiques ou protéger les ouvriers. Recycler un objet ici coûte une fraction du prix payé en Europe ou aux États-Unis. Ça, c'est un petit atelier familial assez représentatif. On y recycle aussi du plastique et des tubes cathodiques. Cet homme brûle le plastique avec son briquet pour le trier ensuite. Brûler et sentir le plastique pour le trier est une technique efficace mais dangereuse, car les fumées attaquent les poumons. Un autre atelier familial s'est spécialisé dans la récupération d'infimes quantités d'or en plongeant des cartes-mères dans des bains d'acide. Ces travailleurs risquent aussi un cancer à cause des fumées toxiques. Une fois l'opération terminée, l'acide restant est tout simplement rejeté dans la rivière. L'eau des nappes phréatiques a été polluée, et même une simple tasse de thé est pleine de toxines. L'exposition constante aux substances telles que le PCB, le plomb et le mercure cause de nombreux problèmes de santé. Saturnisme, dommages cérébraux et nerveux, maladies de peau, malformations congénitales. La réalité, c'est que les gens ne veulent pas s'occuper du problème. Ils préfèrent que d'autres s'en chargent, sans avoir à débourser un centime. Jamais ils ne recevront une facture de Chine disant « Vous avez pollué nos terres, maintenant vous devez payer ». Les usines chinoises des provinces voisines comme Shanghai, Jiangsu et Guangdong achètent immédiatement n'importe quel matériau recyclé, comme le cuivre, l'aluminium, le fer, l'or et les plastiques. Mais le recyclage des déchets électroniques ne se limite pas à la revente de matières brutes récupérées. La partie la plus lucrative se trouve dans les puces d'ordinateurs entières. Dans des ateliers clandestins, les transistors, circuits intégrés et autres composants sont retirés des cartes-mères usagées. Les éléments récoltés sont triés et nettoyés, puis revendus comme des composants neufs qui serviront à la fabrication de nouveaux appareils électroniques. Le marché rapporterait 100 milliards d'euros par an, mais il engendre des dangers insoupçonnés, partout sur la planète où les puces d'ordinateurs jouent un rôle clé. Par exemple, dans les trains, les avions, les voitures, les centrales nucléaires, les appareils médicaux. En résumé, partout. Il est de plus en plus difficile pour les sociétés qui fabriquent les systèmes de contrôle de ce type d'équipement de faire la différence entre des puces neuves et des puces d'occasion, et de s'assurer que les produits qu'ils fabriquent et dont tant de vies dépendent sont réellement sûrs. Pour cette société en Allemagne, c'est un défi quotidien. Voici deux composants. On voit tout de suite qu'ils ne sont pas neufs. La surface du premier, tout est raflé.
Et à l'arrière du second, on voit des résidus de soudure bien visibles. Aucun des deux n'est donc neuf. Pourtant, ils ont tous les deux été commercialisés comme des composants neufs. Puisque l'inscription d'origine a été repeinte, il est difficile de savoir de quel type de puce il s'agit réellement. Des indices peuvent signaler une puce recyclée, comme des broches cassées ou manquantes, ou encore une étiquette arrachée ou effacée. Si les puces étaient vendues comme neuves, elles devraient venir d'une usine comme celle-ci à Dresde, où elles sont fabriquées dans un environnement très contrôlé. Mais les surfaces rayées de ces puces trahissent une origine différente. Goyou, par exemple, ou un autre village recycleur de déchets d'un pays en développement. Ces puces peuvent donc être très endommagées. Les propriétés électrostatiques de la puce peuvent être compromises. La puce peut être aussi endommagée à cause de l'humidité. Souvent, les composants sont détachés aux brûleurs à gaz, ce qui est très risqué, car ils sont conçus pour résister à une température maximale de 120 degrés. S'ils sont exposés trop longtemps à la chaleur, ils ne fonctionnent plus. Les principaux fabricants de puces essayent donc aujourd'hui de lutter contre la contrefaçon. En ce moment, nous enquêtons sur des modules d'alimentation achetés sur le marché classique. Ils ont été installés dans des transports publics et ont explosé après 1 mois d'utilisation. Ce module a fondu à cause d'une surtension. Steven Jeter et son équipe ont découvert qu'il avait été reconditionné avec une étiquette mensongère, probablement pour le vendre plus cher. Imaginez un module d'alimentation conçu pour résister à 1200 volts au maximum. Si on vous le revend en vous faisant croire qu'il supporte 2400 volts, sa durée de vie sera très limitée. Dans ce cas particulier, les passagers ont eu de la chance. À notre connaissance, cet incident n'a blessé personne. Nous espérons en rester là. TQ Systems a décidé de vérifier chaque lot de puces à son arrivée à l'aide de rayons X. Ici, vous pouvez voir une puce en silicium. En l'occurrence, sa rangée de broches est tordue. Nous devons maintenant évaluer si ce défaut aura une incidence sur le fonctionnement du module complet. Il va falloir beaucoup de temps et d'efforts pour être sûr que ce défaut est sans danger et qu'il ne risque pas d'entraîner un dysfonctionnement. Nous avons déjà eu des doutes sur l'origine d'un composant destiné à un mécanisme de commande. Comme la production était déjà lancée, ce problème nous a coûté très cher, car nous avons dû faire marche arrière. En interne, nous avons perdu au moins 100 000 €. Mike est de retour au Ghana et il observe un flot continu de conteneurs arrivant du monde entier. Pourquoi les autorités ghanéennes ne saisissent-elles pas les déchets à leur arrivée en ne laissant entrer que les produits d'occasion en état de marche? Un jeune journaliste ghanéen, Anas Aramayo, détient quelques réponses. Anas travaille toujours secrètement et n'a jamais montré son visage en public. Il s'est récemment rendu avec une caméra cachée au port de Tema, le plus grand port du Ghana. Nous avons enquêté aussi sur les déchets électroniques. Nous avons constaté que la plupart des fraudes est liée à ce trafic. Les douanes attribuent aux appareils électroménagers et aux autres produits une valeur souvent quasi nulle. Si quelqu'un déclare en douane des produits d'occasion venant de l'Occident, ils sont considérés comme des déchets et ils sont très peu taxés. Au port de Tema,
personne ne sépare les appareils qui fonctionnent des déchets. Tout est déclaré comme déchet pour ne pas payer de taxes à l'importation, grâce à un pot de vin donné aux douaniers corrompus. J'ai tourné beaucoup d'images montrant des employés de douane qui marchent au milieu des déchets électroniques. Ils commencent par récupérer ce qui peut leur être utile. Les articles qui fonctionnent vont au marché d'occasion, le reste au ferrailleur. Pour les acheteurs, c'est un pari, car 90% des appareils sont cassés ou nécessitent des réparations. Personne ne contrôle l'efficacité des produits. Ils sont mis en vente comme ça. Certains sont défectueux et d'autres non. Par exemple, sur une trentaine, il n'y en aura peut-être que 2 ou 3 en état de marche. Les acheteurs savent qu'ils devront sans doute prévoir des réparations. On retrouve ensuite les appareils qui fonctionnent ou qui peuvent être réparés dans les rues d'Accra, la capitale. Au Ghana, plus de 90% de la population se fournit sur le marché de l'occasion. On trouve aussi des téléphones et des ordinateurs neufs, mais ça reste des produits chers et les gens n'ont pas les moyens. Le marché d'occasion prospère. Un ordinateur en état de marche, vieux de 10 ans, exporté illégalement d'Europe ou des États-Unis, se vend ici à partir de 25 €. Mais il y a un problème avec les appareils d'occasion importés. Ils ont souvent une durée de vie très courte. Nous devrions contrôler non seulement les déchets, mais aussi les équipements en fin de vie. Tout ce qui va rapidement se transformer en déchets. Le Ghana ne dispose d'aucune installation de recyclage. Donc tout équipement entrant dans le pays, qu'il s'agisse de déchets électroniques destinés à la ferraille, d'appareils électroniques neufs ou d'occasion, finit tôt ou tard dans un dépotoir comme celui-ci. L'ironie du sort, c'est que beaucoup de ces vieux appareils auront été officiellement facturés au système de recyclage en Europe avant d'être exportés. Mais ceux qui font réellement un travail de recyclage, ce sont ces enfants qui gagnent 3 sous en vendant des petites quantités de métal qu'ils arrivent à récupérer. Difficile d'appeler cela un système de recyclage efficace. Tout cela soulève une question en apparence naïve. Lorsqu'on achète un nouvel ordinateur en Europe, l'éco-participation pour le recyclage est incluse dans le prix d'achat. Cet argent ne devrait-il pas aller directement dans la poche de la personne qui va le recycler vraiment, où qu'elle soit sur la planète? Si les déchets électroniques européens continuent d'atterrir à l'étranger, le système de recyclage européen ne pourrait-il pas être étendu pour installer des usines de recyclage modernes dans des pays comme le Ghana? Et si on envisageait aussi une approche radicalement différente? Alors que les contrôles portuaires échouent à empêcher l'entrée des déchets électroniques. Alors que les déchets électroniques se négocient librement sur Internet. Alors que les déchets électroniques traversent les océans par cargo. Alors que l'Europe et les États-Unis n'empêchent pas les bateaux de partir. Alors que les filières de recyclage en Europe sont en partie détournées par des trafiquants. Nous devons nous souvenir du début de la chaîne des déchets électroniques. Le consommateur. Peu d'entre nous peuvent résister aux derniers gadgets, et nous avons l'habitude de rapidement les remplacer par le dernier modèle. L'année dernière, on a vendu dans le monde environ 50 millions de téléviseurs à écran plat, 300 millions d'ordinateurs, 2 milliards de mobiles et smartphones. La vente de produits électroniques augmente non seulement dans les pays développés, mais aussi sur les marchés émergents comme en Inde, en Chine et en Afrique.
Le défi qui nous attend au XXIe siècle, c'est la hausse du niveau de vie partout dans le monde. Que ferons-nous dans quelques années avec 5 milliards de propriétaires de téléphones portables qui ne les utiliseront pas plus de 12 ou 18 mois? Nous nous retrouverons avec des quantités phénoménales de déchets électroniques. Nous devons trouver des solutions pour prolonger la vie de nos appareils. Kyle Wins dirige iFixit, une des nombreuses entreprises dans le monde qui encouragent les consommateurs à prolonger la vie de leurs appareils en les réparant. Nous appartenons à une communauté qui s'entraide pour apprendre à réparer les choses. On achète des produits, on les démonte, on essaie de comprendre comment ils fonctionnent, puis on conçoit des manuels de réparation consultables dans le monde entier. Kyle et ses collègues vendent aussi des pièces détachées que les fabricants eux-mêmes ne fournissent pas. Voilà notre entrepôt. On a tous les composants et outils nécessaires si vous voulez le faire par vous-même. Dans les garages du monde entier, une nouvelle culture de la réparation voit le jour. Est-ce que ce mouvement pourrait devenir une nouvelle tendance et aider à réduire le volume des déchets électroniques? Je n'aime pas beaucoup le terme de consommateur. Il sous-entend que nous sommes passifs. On nous les vend par la publicité, nous les utilisons quelque temps, puis nous les jetons. C'est nous qui sommes manipulés. Je préfère nous voir comme des réparateurs, car ça veut dire que nous reprenons le contrôle. Et reprendre le contrôle, c'est avoir conscience de ce qui arrive à un produit que l'on jette. Peut-être est-il temps de redéfinir notre rôle en tant que consommateur. Peut-être pourrions-nous utiliser nos gadgets plus longtemps, avant que la planète ne soit couverte d'appareils usagés qui ont devant eux une longue vie de déchets toxiques.